Hello. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Essayiste et écrivain. Bonsoir à vous Bruno Fuchs. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Haut-Rhin, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et porte-parole du MoDem. Merci d'être avec nous pour nous expliquer pourquoi est-ce que, j'allais dire d'un coup d'un seul, même si je déteste cette expression, mais ça résume bien les choses, le chef de l'État s'est mis en branle pour annoncer dès mercredi soir que, non pas que nous sommes en guerre, mais que la patrie doit être mobilisée, que l'heure est extrêmement grave, que on parle tout d'un coup d'un réarmement, que tout d'un coup on reparle peut-être éventuellement du service militaire. Et là, le président qui s'exprime dit que la France est pleinement mobilisée sur l'Ukraine. Ça n'est pas nouveau. Il a à ses côtés Madame... j'ai noté son nom tout à l'heure, Maia Sandu, qui est la présidente de la Moldavie. Bruno Fuchs, qu'est-ce qui se passe, tout simplement ? Il se passe que le président de la République explique, et la bascule, puisque c'est votre question, pourquoi tout à coup il lance en tout cas cette alerte et il tente d'organiser toute l'Europe dans la réarmement et la lutte contre la Russie au moment où le cessez-le-feu doit se dégager en Ukraine. C'est parce qu'il y a un changement de pied complet des États-Unis. Le président Trump change complètement de pied, non seulement dans son alliance et dans ses engagements vis-à-vis de l'Europe, mais également dans l'expression qu'il a du modèle de société qu'il souhaite proposer ou imposer. Il fait campagne pour l'AfD en Allemagne, il a aidé l'extrême droite en Royaume-Uni, donc on voit bien que au-delà de l'alliance qui nous oblige maintenant à compenser ce que les États-Unis ne vont plus faire, c'est le modèle de société dans lequel on est. Et donc la menace aujourd'hui existentielle qu'on a sur l'Europe et donc sur la France, c'est dans un premier temps de faire un cessez-le-feu qui soit équilibré, juste, de façon à ce que la Russie ne ressorte pas de ce cessez-le-feu et de cette paix renforcée. Si elle est renforcée, eh bien par domino, il va se passer ce que l'on voit en Moldavie. J'étais en Moldavie l'année dernière où les Moldaves avaient expliqué à quel point ils étaient victimes de désinformation et tentatives de déstabilisation des Russes. Et puis après, par domino, ça va être des modèles que les Russes... Alors, on ne pense pas qu'il y aurait de chars immédiatement à Paris, c'est pas ça l'idée. Mais ce que si on ne résiste pas clairement à la menace russe, on va avoir des gouvernances dans un certain nombre de pays qui vont être soit tout simplement de modèles biélorusses, soit de modèles hongrois. Monsieur Fuchs, vous avez été en Moldavie l'an dernier. Oui. Vladimir Poutine, le bonhomme, entre guillemets, on le connaît depuis 3 ans et Monsieur Macron est allé le voir. Oui. Donc on a l'impression de tout découvrir et on a l'impression que Donald Trump nous a donné, à tort ou à raison, un coup de taser en disant, regardez, voilà, il va se passer ça et puis on va faire les choses de telle façon. Et puis là, tout d'un coup, nous, on a décidé de faire les choses d'une autre façon. Donc est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien ? C'est certainement à terme un mal pour un bien. C'est ce que disait Jean Monnet, c'est que l'Europe se construit à force de crises et des solutions qu'elle apporte à ces crises. Mais quand vous pensez avoir dans votre équipe quelqu'un qui pèse comme les États-Unis pèsent dans un conflit et que vous vous retrouvez finalement au bout de quelques jours avec cet allié qui rejoint, ou qui a tendance à rejoindre, à favoriser votre... Vous pensez que c'est aussi binaire que ça ? La chose est très claire dans l'intention, en tout cas, lorsqu'il décide de stopper les livraisons d'armes, de stopper le renseignement. Très clairement, il crée une pression sur les lignes de front ukrainiennes. Et si on ne compense pas, nous, dans les semaines qui viennent, les Ukrainiens vont perdre une grande partie de leur territoire. Joseph Massescaron. Je reviens sur la question de Pierre Villeneuve. C'est-à-dire que ces éléments-là, on les connaît depuis longtemps. Au moins, au minimum, depuis 6 mois. Un certain nombre de discours lorsqu'on a entendu Trump pendant la campagne présidentielle. Et quand je dis 6 mois, c'est même bien avant. Comment expliquez-vous cette impréparation ? Non, c'est pas une impréparation, c'est que le président français... on a l'impression de découvrir la réalité. Non, il y a d'abord ce que l'on dit en France, et après il y a la capacité à embarquer avec nous, à motiver, à mobiliser, donc à partager la même réalité, la même vision avec nos partenaires européens. Vous n'avez pas échappé que au soir même de l'élection du nouveau chancelier allemand, le discours avait changé complètement. D'abord, il se
désengage, il prend beaucoup de recul par rapport à la stratégie atlantiste, qui était jusqu'à présent la stratégie allemande depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que Trump le lâche. Oui, mais justement, son prédécesseur, Scholz, ne le faisait pas. Donc il y a bien des événements parce nouveaux. Parce qu'il n'était pas encore lâché. Eh bien, c'est la réponse à votre question. Oui. C'est le lâchage par le président Trump oblige les Européens à reconditionner. Donc vous voulez me dire qu'en matière diplomatique, les signaux d'alerte ne servent à rien et qu'il faut attendre d'être devant le fait accompli pour pouvoir réagir. Excusez-moi, c'est ça qui fait peur. C'est assez inquiétant. Non, je vous dis qu'il y a 27 pays que président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Le président français alerte depuis 2017. Il dit il faut créer une défense européenne. Il explique pourquoi il n'est pas suivi jusqu'à présent et il l'est aujourd'hui par les Allemands, comme un partenaire essentiel qui change complètement de point de vue. Parce que ce que dit aujourd'hui le chancelier allemand, ou le futur chancelier allemand, il investit également, décide d'investir 100 milliards d'euros dans la défense par an. Il dit également qu'il est d'accord pour dépasser le déficit budgétaire. C'est l'inverse de ce qu'il disait dans la campagne électorale. Donc il voit bien qu'il y a des éléments nouveaux qu'il faut prendre conscience. Pareil pour le Royaume-Uni qui également prend ses distances vis-à-vis des États-Unis, ce qui est très très nouveau. Donc on a une reconfiguration liée à une prise de conscience par nos partenaires d'une nouvelle donne qui est la consécutive au changement de pied du président Trump. Bruno Fuchs, je pose une question et vous allez répondre après une première pause publicitaire puisque on a tellement de choses à dire que finalement on perd le temps. Emmanuel Macron, à l'instant, dénonce des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation. C'est le constat que vous avez fait en Moldavie alors que vous y avez été il y a quelques mois. La question c'est, est-ce que en accusant, ou en tout cas en qualifiant plutôt Vladimir Poutine d'impérialiste révisionniste, est-ce que ça aide à la solution du conflit? Vous allez répondre, il est 19h26, nous sommes sur Europe 1 avec le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le député Bruno Fuchs. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Messescaron et Victor Hérault et Bruno Fuchs, président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Sur ce que je disais, à l'instant, écoutons justement Emmanuel Macron. Depuis 3 ans, votre pays subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. La Moldavie, dont l'espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes, doit également faire face à des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation, ciblant en particulier les institutions démocratiques de votre pays. La Russie a de nouveau eu recours au chantage énergétique pour tenter d'affaiblir l'économie moldave en provoquant au surplus une crise en Transnistrie. Moscou crée des crises pour prétendre ensuite vouloir contribuer à les régler pour faire avancer ses seuls intérêts. La France et l'Europe resteront mobilisées pour vous soutenir dans la durée sur les questions énergétiques. Question, et je la repose Bruno Fuchs, est-ce que c'est une solution d'agacer la bête, entre guillemets, en le traitant d'impérialiste révisionniste? Je crois que le président français a tout essayé pour discuter, dialoguer jusqu'au dernier moment. Ça a été reproché même de vouloir continuer de discuter avec le président Poutine. Donc il a bien compris qu'on ne pouvait rien en attendre dans l'état actuel des choses. Donc il est quoi? Il est à court d'arguments? C'est comme quand un couple s'engueule, à la fin on traite les gens de tous les noms? La question, elle n'est pas tellement de la façon dont le président Macron affuble le président Poutine. La question, elle est de savoir comment on le combat, comment on arrive à résister à l'attaque qu'il a lancée en Ukraine. Et une fois qu'on a résisté à l'Ukraine, on peut commencer à reconsolider un espace européen avec plus de force et plus d'ambition, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais la question clé est celle de l'Ukraine. Sinon, c'est un verrou qui s'ouvre et qui va ensuite se permettre aux Russes de continuer sur toute l'Europe. Victor Hérault, de Valeurs Actuelles. Ma question sera double, mais les deux se recroisent. 2 questions temporelles. À combien de temps estimez-vous la concrétisation de cette menace russe pour la France? Je dis bien pour la France. Combien de temps pour cela? Et à combien de temps estimez-vous le réarmement de l'Europe, de la France, mais surtout la réindustrialisation de la France? Sera-t-on prêt à temps si jamais cette menace russe advient? Mais tout dépend du niveau de menace. En réalité, la France a commencé déjà à se réarmer, puisqu'entre 2017 et 2028-29, on aura multiplié par 2
des dépenses d'investissement et des Mais projets. du coup, je reviens sur ce que disait Joseph, on ne connaît pas le niveau de menace? C'est encore une fois de l'impréparation? Non, mais le niveau de menace, il va dépendre de ce que les Russes sont capables de faire en termes de réarmement. Aujourd'hui, ils pensent, dans les 3 prochaines années, on sait qu'ils sont à 40% du PIB, donc oui, on est en économie de guerre, donc on devrait avoir le bouclier maximum. Quelqu'un qui dit, je veux un cessez-le-feu en Ukraine, je veux la paix, et puis je redéveloppe mon économie pour mon peuple, il ne passe pas 40% de son PIB en dépenses militaires. Et il n'annonce pas qu'il va former 300 000 militaires en plus dans son armée. C'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant. Donc, tout dépend de ses capacités de nuisance. Mais il faudra... La menace, elle existe déjà. Elle existe déjà. On a vu, parce que l'armée française elle a payé cher en Afrique subsaharienne, parce que aussi, via l'Azerbaïdjan, vous le savez très bien, la Russie déstabilise que ce soit la Comore ou la Nouvelle-Calédonie. Enfin, la liste est longue. Donc cette menace russe, elle existe. Oui, là, on parle de la menace militaire. Oui, donc, mais pardonnez-moi, il faut y répondre. Cette menace n'est pas neutre. Ouais. La déstabilisation des Comores ou dans la Nouvelle-Calédonie, vous savez bien, c'est pas quelque chose qui concerne directement, bien sûr, les Français, les citoyens français. D'où l'idée d'affaiblir le plus possible Vladimir Poutine à la sortie de cette guerre en Ukraine. Et ensuite, l'idée de le réarmement, elle est double. Et d'abord peser dans le débat face aux États-Unis, face à la Chine et face à la Russie, de montrer que l'Europe, qui est le bassin de population le plus important, entre les États-Unis et la Russie, plus de 520 millions avec le Royaume-Uni, donc on est bien plus important que les Russes en population, et donc on doit peser plus dans le débat international. Ça, c'est la première chose. Et puis après, les investissements qui vont se faire vont créer de l'industrie. On a beaucoup de projets, déjà 11 projets de réindustrialisation qui ont été faits en France sur un certain nombre d'armements. Et notamment les munitions, parce que c'est ça qui manque. On ne tient pas 10 jours en cas de conflit de haute intensité. La question des munitions, bien évidemment. Et puis la deuxième idée, c'est bien sûr de pouvoir utiliser ces matériels si jamais le besoin s'en fait sentir. Et comme on a bien vu qu'aujourd'hui, le périmètre de l'Europe va jusqu'à la Moldavie, la Géorgie, la Roumanie, il faudra intervenir si on garantit la sécurité de ces pays-là, dans ces pays-là, si la menace physique, militaire, devait advenir. Alors ensuite, il y a un certain nombre de menaces, d'autres, d'actions que font les Russes depuis un certain moment. Vous l'avez dit, mais c'est vrai également, c'était vrai dans la campagne en France en 2017, en 2022 également, avec la déstabilisation, la désinformation concernant le président de la République pour les menaces qu'on connaît. Mais cyberattaques, désinformation, tout ça, c'est connu. Et je sais, puisque je travaillais beaucoup sur les questions africaines, que j'ai remonté cette information dès 2018 ou 2019, et qu'à l'époque, on n'a pas pris cette menace dans le Sahel, notamment de désinformation et de déstabilisation, très au sérieux. On pensait que c'était quelques activistes locaux. En réalité, c'est toute une mécanique qui s'est mise en place de déstabilisation de nos démocraties occidentales. Ce qui fait qu'on a même un général comme Cyber maintenant, qui est vraiment dédié à ça. C'était pris en compte maintenant, mais on a pris un peu de retard, et les Russes ont toujours un coup d'avance sur ce type de déstabilisation. Quand je suis allé en Géorgie ou en Moldavie, vous l'avez rappelé, ils m'ont très clairement, c'était le Premier ministre moldave à l'époque, très clairement m'a demandé d'intervenir très vite parce qu'ils savaient que la menace de déstabilisation est extrêmement forte et qu'on n'était pas prêt aujourd'hui, enfin à l'époque, il y a un an, en Europe, pour répondre à cette menace, ni d'un point de vue technologique, ni d'un point de vue financier, parce que ça c'est des coûts importants. Joseph Massescaron. J'aimerais revenir sur la question de l'armement. Je crois que l'Union européenne, à Bruxelles, il est question qu'il soit voté une loi qui permettrait aux pays de l'Union européenne d'aller jusqu'à 35% de leur matériel acheté en dehors de l'armement européen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est actuellement en discussion, mais... Ce serait une catastrophe. Pourquoi? Pour des questions de souveraineté. Pardonnez-moi, parce que du point de vue de la souveraineté de la souveraineté européenne, évidemment, ces 35%, il y a fort à parier. Pardonnez-moi. Les Polonais achètent du matériel sud-coréen. Que les Polonais. C'est pas forcément du matériel américain ou russe, mais ça va être surtout américain. Les F-35. Pardonnez-moi, c'est. Oui, mais je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui qui ont compris que qu'il ne faut plus acheter américain parce que ils ne peuvent pas utiliser le matériel comme ils veulent. Et d'ailleurs, sur le Rafale, vous avez la Serbie, la Grèce. Après, il faut qu'il y ait suffisamment de production de Rafale. Je crois qu'on est à 4 Rafales par mois. C'est pas du tout
Bah, on a déjà doublé parce qu'on était à 2. Oui, là on est à 4. Il faut on est très très loin des chaînes de production des F-35. Hein, pardonnez-moi. Bien sûr. Mais sur les Césars, les canons César, on a fait x3 déjà. Sur les donc radars on Thales, rentre on a peu fait à x3. peu dans une économie de guerre, sans le dire. Mais en le disant très clairement. Très clairement. Mais cette économie de guerre, c'est une industrie. C'est une industrie. Ouais. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'exportation. On exportait environ 10% en Europe de notre production d'armement il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à 50% vers l'Europe. Donc il y a une évolution. On peut pas le faire du jour au lendemain. Mais il faut pas que ça serve d'argument parce qu'en revanche, l'économie de guerre ne doit pas servir à justifier. Enfin, justement, il faut pas justifier la croissance par le fait qu'on est dans une économie de guerre et dire autant rester dans une économie de guerre ou se lancer dans une économie de guerre pour pouvoir avoir de la croissance derrière. Non, mais le mieux c'est d'avoir de la croissance sans. Bien évidemment, mais ce n'est pas de l'argent jeté en l'air, c'est de l'argent qui va servir à créer de l'industrie et donc des emplois et donc du revenu aussi. Sauf s'il se passe rien et dans ce cas-là, on aura créé des munitions, des armes, des tas de choses et on se rendra compte qu'on a un arsenal béton contre finalement une menace qui non, pas uniquement parce qu'on voit que l'armement à la lumière de ce qui s'est passé en Ukraine, on voit bien que sur le terrain, les choses ont évolué extrêmement vite. Il faut beaucoup plus d'électronique, beaucoup plus de drones, beaucoup plus d'intelligence artificielle. Les munitions, on s'est aperçu que là, clairement, qu'on en manquait. Oui, mais il y avait un objectif sans les Américains sur l'Ukraine qui est pas forcément le même que sur Paris, encore une fois. Mais la guerre aujourd'hui, avec j'étais en Ukraine il y a 2 mois sur le front ukrainien, notamment à Soumy, qui est la ville qui a été attaquée hier soir. Eh bien, le général qui dirigeait les opérations nous a expliqué qu'avec 3 drones, statistiquement, donc de 500 €, donc avec 1500 €, on arrivait à détruire un char à 10 millions d'euros. Donc ça change complètement la nature de la guerre. Des drones, aujourd'hui, les Ukrainiens les font évoluer tous les 15 jours, tous les 3 semaines, avec de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc il faut bien voir que le matériel, grâce finalement, en tout cas avec l'expérience de la guerre en Ukraine, ça nous oblige aussi à repenser et nos armements et nos stratégies, bien évidemment. Donc ce ne sera pas le même armement. Ça nous permet d'évoluer aussi. C'est un armement qui sert à rien parce qu'il est stocké chez vous, mais qu'il ne correspond pas aujourd'hui à ce qu'on se voit sur le théâtre d'opération. Eh bien, ça sert à rien. Donc c'est pas de l'argent mis en l'air. Je vous vois faire des gestes, donc je vais accélérer ma conclusion. Voilà, c'est de l'argent qui sert pour le futur. Vous êtes une balance, hein, parce que tous les auditeurs vont savoir que c'est l'heure, que malheureusement ils voient pas les gestes que je fais pas. J'essaie d'expliquer pourquoi je suis de finir ma phrase le plus vite possible. Vous finissez votre phrase de façon tout à fait convenable et en tout cas, vous savez quoi, je vais vous dire, je pense qu'on va garder votre téléphone dans les numéros principaux parce que vous allez revenir, je pense, très vite nous reparler. J'avais beaucoup de questions à vous poser, notamment de savoir comment ça se passe aussi en commission des affaires étrangères, parce que j'imagine que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont on procède à l'intérieur de cette commission. Vous nous direz ça la prochaine fois. Merci en tout cas infiniment Bruno Fuchs d'être venu en direct sur Europe 1. Nous on continue de passer en revue l'actualité avec Joseph et avec Victor. Juste pour vous dire qu'au cœur de l'histoire avec Stéphane Bern vous accueille tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h et demain Stéphane parlera du docteur Petiot, un tueur en série sous l'occupation. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite. 19h, 21h. Europe 1 Soir.